Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à tous et bienvenue sur nos ondes pour cette 3e édition des sociales de KPMG. Nous sommes le vendredi 26 février 2021. Au micro, Dirk Bogarde et Olivier Mazy. Le 10 décembre dernier, Radio KPMG a lancé un nouveau rendez-vous radiophonique dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire et mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. À qui s'adresse cette émission ? Aux sociétés cotées, mais aussi aux ETI, aux PME, aux TPE, bref, à toutes les entreprises et à leurs dirigeants. Cette nouvelle édition nous donne l'occasion d'accueillir Dirk Bogarde, professeur agrégé de droit privé, enseignant depuis 15 ans dans des universités parisiennes et qui a récemment rejoint le comité scientifique de KPMG Avocats. Dirk Bogarde sera la 3e voix des sociales de KPMG. Bonjour Dirk et bienvenue à notre micro. Merci Olivier, bonjour à vous et bonjour à tous. Dans notre édition du 28 janvier, nous avions abordé le télétravail et son émergence incontestable depuis le début de la pandémie. Malheureusement, ce contexte difficile conduit aussi de nombreuses entreprises à envisager une réorganisation. Pour ce faire, plusieurs dispositifs existent en France, chacun portant un doux acronyme. PSE pour plan de sauvegarde de l'emploi, PDV pour plan de départ volontaire, RCC pour rupture conventionnelle collective ou encore APLD pour activité partielle de longue durée. Heureusement, à ce jour, les entreprises ne ressentent pas le besoin d'y recourir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi de consacrer le grand angle à un autre dispositif apparu avec les ordonnances Macron et qui, s'il connaît un certain succès, est encore assez méconnu, l'accord de performance collective ou l'APC. Pour ce qui est de l'actualité sociale, nous décrypterons un arrêt récent de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui modifie sa position sur la responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption. Voilà. Vous avez le programme de cette 3e édition des sociales. C'est parti. Le grand angle. Commençons ce grand angle qui porte donc sur les accords de performance collective. Ce type d'accord collectif, créé en 2017 par les ordonnances Macron, remplace et uniformise des accords collectifs aujourd'hui disparus tels que les accords de maintien de l'emploi et les accords de mobilité interne. Contrairement à ces anciens accords, l'APC connaît un succès non démenti, à tel point que le ministère du Travail a établi un question-réponse à son sujet le 23 juillet 2020. Dirk, quel est l'intérêt pour une entreprise de signer un tel accord ? Avant de répondre à votre question, Olivier, soulignons que l'APC est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif et quelle que soit leur forme juridique. L'intérêt principal de l'APC est de se substituer, si les salariés ne s'y opposent pas, aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail. C'est dire que l'APC n'a de réelle utilité que lorsque l'employeur cherche à modifier un ou plusieurs aspects des contrats de travail de ses salariés. L'intérêt de l'APC est d'autant plus grand qu'il peut s'appliquer dans 3 domaines larges. La durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, la rémunération des salariés, dans la limite toutefois des salaires minima hiérarchiques de la branche, et la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le texte sous-entend donc que l'APC ne peut pas prévoir de mobilité intragroupe ? Il est utile de donner à nos éditeurs des exemples de mesures pouvant figurer dans un tel accord. En pratique, les mesures les plus fréquentes portent sur le temps de travail. L'APC va notamment pouvoir augmenter le temps de travail tout en diminuant le taux horaire contractuel ou encore, par exemple, modifier le forfait jour des salariés concernés. Et au passage, je précise que si l'APC peut changer le régime applicable à des conventions déjà conclues, il ne peut en revanche imposer un forfait annuel à un salarié qui n'y était pas soumis. Dans le contexte actuel, les sociétés pourraient utiliser l'APC pour réduire la durée contractuelle du travail des salariés. Bien entendu, il leur faut alors comparer les mérites respectifs des APC et des accords relatifs à l'activité partielle de longue durée, l'APLD, quitte à envisager leur combinaison. S'agissant maintenant de la mobilité géographique et professionnelle. Eh bien, cet accord permet de réaffecter, même temporairement, des salariés en sous-activité vers des secteurs où l'activité est plus tendue, ce qui donne de la souplesse dans l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Enfin, la conclusion d'un APC permet de mettre un terme aux disparités historiques de la structure de rémunération au sein de l'entreprise. Un nombre non négligeable d'accords de performance collective a été signé dans des entreprises sans délégation syndicale. Est-ce légal ? Le Code du travail ne dit rien quant au mode de conclusion de l'APC. Et donc, logiquement, tous les modes de conclusion semblent possibles. Négociation avec les syndicats représentatifs
ou avec le conseil d'entreprise d'un côté. De l'autre, mode de négociations alternatifs dans les entreprises sans délégués syndicaux, qu'il s'agisse de la négociation avec les élus, de la négociation avec des salariés ou élus mandatés par des syndicats, et dans les plus petites entreprises, projet d'accord soumis à référendum. Pourtant, Olivier, certains experts soutiennent que l'APC ne serait pas négociable en l'absence de délégués syndicaux, et ils invoquent la décision du Conseil constitutionnel sur la loi de ratification des ordonnances Macron. Cette portée conférée à la décision est discutable, car selon nous, le Conseil constitutionnel n'a pas affirmé que l'APC était subordonné à l'accord de délégués syndicaux. Et on peut noter d'ailleurs que le question-réponse du ministère du Travail fait expressément référence à ces modes de conclusion sans délégués syndicaux. C'est un bon argument, mais rappelons-le à nos auditeurs. Le question-réponse du ministère du Travail ne lie en rien le juge judiciaire. Ceux qui le souhaitent pourront accéder à ce question-réponse dans notre application Radio KPMG, accessible dans l'Apple Store ou sur Google Play. À ce stade, il faut d'ailleurs préciser, Dirk, qu'une entreprise ne peut recourir à l'APC que sous certaines conditions. Oui, Olivier, le Code du travail n'admet le recours à l'APC que si l'employeur se prévaut de l'un des 3 motifs suivants, quitte même à combiner ces motifs. Premier motif possible, répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. Deuxième motif, l'APC est conclu en vue de préserver l'emploi. Troisième motif, l'APC est conclu en vue de développer l'emploi. Ces cas de recours, et particulièrement le premier, peuvent sembler peu contraignants. Il semble presque toujours possible d'identifier une nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise à laquelle on pourra rattacher l'accord. Pourtant, il faut garder en tête que les juges s'assureront que l'APC n'a pas été détourné de sa finalité légale, ce sur quoi insiste d'ailleurs le question-réponse du ministère. À ce propos, l'enjeu essentiel est de démontrer que l'accord conclu n'avait pas vocation à contourner le droit du licenciement économique. En clair, l'entreprise peut conclure un APC pour faire face à une situation économique difficile. Si tel est le cas, elle devra cependant mettre en évidence que son objectif est d'aménager certains aspects des contrats de travail. En revanche, une entreprise qui anticiperait de très nombreux refus des salariés et tablerait en conséquence sur des licenciements importants pourrait être condamnée pour contournement du droit du licenciement pour motif économique. Il était important de préciser ce dernier point. Quels conseils dispenser à nos auditeurs pour sécuriser au mieux le recours à un APC ? Notre conseil principal est de rédiger avec soin le préambule de l'accord, même s'il n'est plus une condition de validité. Il faudra ainsi mettre en avant que l'accord relève bien de la catégorie des accords de performance collective, ce que plusieurs accords déjà conclus ne font pas suffisamment. Et surtout, expliquer concrètement et assez précisément la finalité de l'accord. J'attire l'attention de nos éditeurs sur l'importance de cette explication. Elle pourra être très utile en cas de litige. Nos auditeurs l'auront compris, la rédaction de l'accord collectif est cruciale. Et elle ne se limite pas à cette question de la justification du recours à l'APC. Effectivement, même si la loi ne fait qu'envisager plusieurs clauses qui peuvent figurer dans l'accord. On peut donner 2 exemples de ces clauses facultatives. Ainsi, la loi prévoit que l'accord peut déterminer les modalités d'information des salariés sur l'application et le suivi de l'accord. Et il est aussi possible de prévoir des efforts de la part des dirigeants salariés ou des mandataires sociaux et des actionnaires, efforts proportionnés à ceux fournis par les salariés. C'est là que peut résider un piège. Céder à la facilité en constatant que la rédaction d'un APC est assez peu encadrée par la loi. C'est pourquoi nous conseillons vivement aux entreprises qui ont recours aux accords de performance collective de réfléchir soigneusement aux clauses stipulées dans l'accord. Prenons ainsi l'exemple d'un accord avec un volet relatif à la mobilité géographique. Dans ce cas, il nous paraît primordial d'inclure une clause facultative et qui a pour objet, je cite, de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés. Pourquoi ? Eh bien, parce que certains salariés pourraient s'opposer à leur mutation résultant de la mise en œuvre de l'accord en soulignant qu'elle complique leur vie familiale, ce que la Chambre sociale admet, par exemple, à propos des clauses de mobilité. En ayant réfléchi en amont aux moyens permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et en inscrivant noir sur blanc dans l'accord ces moyens, l'employeur prévient les oppositions qu'un juge pourrait par la suite juger légitimes. Vous nous disiez tout à l'heure, Dirk, que l'avantage principal de l'APC est de pouvoir modifier les contrats de travail. Mais il faut rappeler que la loi envisage la possibilité d'un refus des salariés. C'est très juste, Olivier. La loi parle même d'un droit de refus des salariés. Cependant, le Code du travail indique aussi que les salariés doivent soit accepter l'accord qui se substituera de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, soit refuser l'accord, mais ils s'exposent alors au risque de licenciement dont la loi dit qu'il repose sur un motif réel et sérieux.
Le dispositif est donc conçu pour inciter les salariés à accepter l'application de l'accord, même si cet accord leur paraît défavorable. Mais gardons à l'esprit que l'APC peut aussi les intéresser, car son application peut préserver les emplois. Lorsque l'employeur fait face à des refus de salariés et décide de procéder à des licenciements, il doit prendre certaines précautions au nombre de 4. Oui, 4 points qui sont les suivants. Premièrement, il n'a pas l'obligation de licencier les salariés qui ont exprimé un refus, et s'il le fait, il doit le faire dans un délai de 2 mois. Deuxième point, la procédure applicable est celle du licenciement pour motif personnel de droit commun, quel que soit le nombre de salariés licenciés. Troisième point, le question-réponse du ministère estime que l'employeur peut décider de ne pas licencier tous les salariés ayant refusé l'application de l'accord. Mais on comprend que cela soulève évidemment des difficultés au regard du principe d'égalité de traitement. Enfin, toutes ces précisions ne concernent pas les salariés en CDD. La rupture de leur contrat n'est pas soumise au droit du licenciement et ne semble donc pas pouvoir être licenciés pour refus d'application de l'accord de performance collective. La position des salariés est donc déterminante, et pour savoir qui refuse et qui accepte l'application de l'accord, une procédure doit être suivie. Les dispositions légales sont ici encore peu détaillées. L'employeur doit, par tout moyen conférant date certaine et précise, informer les salariés, d'une part, de l'existence et du contenu de l'APC, d'autre part, du fait que les salariés disposent du droit d'accepter ou de refuser l'application à leur contrat de travail. Les textes ajoutent seulement qu'à partir du jour auquel cette double information a été transmise, le salarié dispose d'un délai d'1 mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur. Et ces dispositions soulèvent de nombreuses questions auxquelles les employeurs doivent être attentifs. Par exemple, lorsque le salarié notifie rapidement son refus, l'employeur doit-il attendre l'expiration du délai d'1 mois pour engager la procédure de licenciement ? Nous avons déjà vu que selon le Code du travail, le licenciement prononcé à la suite du refus d'un salarié repose sur une cause réelle et sérieuse. Pour autant, cela n'écarte pas tout risque contentieux. C'est ce que montrent 2 décisions récentes qui suggèrent fortement que les juges conservent leur pouvoir d'appréciation de la justification d'un tel licenciement. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mars 2018, a affirmé que, le cas échéant, la pertinence des motifs ayant justifié l'accord pouvait être contestée devant le juge par le salarié licencié. En outre, dans un arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de cassation a, à propos d'un accord de mobilité interne, ancêtre des accords de performance collective, livré son interprétation d'une convention de l'Organisation internationale du travail qui porte sur le licenciement. En substance, elle estime que ce texte international impose, pour les licenciements qui ne reposent pas sur un motif personnel, ce qui est le cas ici, que les juges puissent se prononcer sur la réalité des nécessités de fonctionnement de l'entreprise justifiant la rupture. C'est pourquoi l'accord de performance collective doit, selon nous, comporter dans son préambule des éléments concrets et précis qui contribuent à démontrer l'existence de ces nécessités. Terminons cette analyse des accords de performance collective avec une dernière question sur sa durée d'application. On aurait pu croire, Olivier, que, compte tenu des finalités admises par la loi, ces accords auraient vocation à être temporaires. Cependant, le Code du travail reste à nouveau muet quant à la durée des APC, et il faut donc se référer aux dispositions de droit commun applicables aux accords collectifs dans leur généralité. En clair, les signataires des APC ont une très grande liberté et ils peuvent opter soit pour une durée indéterminée, qui est d'ailleurs le choix majoritaire en pratique, soit pour une durée déterminée, librement établie. Et si les parties restent silencieuses sur cette question, l'accord s'applique automatiquement 5 ans. Il ressort de nos échanges que l'accord de performance collective est un dispositif d'une grande efficacité et d'une réelle utilité en période de crise, mais qu'il convient naturellement de manier avec certaines précautions. L'actualité sociale. Poursuivons cette émission avec l'actualité sociale, envisagée ce mois-ci sous un angle jurisprudentiel avec un arrêt important rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 novembre 2020. Cet arrêt est effectivement majeur, Olivier, car il constitue un revirement de jurisprudence sur la question de savoir si, en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits commis avant la fusion par la société absorbée, qui a évidemment disparu avec cette fusion. Et donc, jusqu'à cet arrêt, la Chambre criminelle estimait que le principe de responsabilité pénale personnelle s'opposait à la condamnation de la société absorbante pour des faits antérieurs à la fusion et commis par une autre personne morale, la société absorbée, dissoute par l'effet de la fusion. Et elle avait maintenu cette position malgré un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu en 2015. Mais, à la suite d'une décision récente de la Cour européenne des droits de l'homme, la Chambre criminelle a choisi de modifier sa position. La responsabilité pénale de la société absorbante est donc désormais envisageable. La Cour de cassation la soumet à certaines conditions.
la chambre criminelle limite effectivement la portée de son revirement de jurisprudence, qui n'est donc pas général, à 4 situations spécifiques. Tout d'abord, la nouvelle solution ne s'impose que pour les fusions-absorptions qui relèvent du champ de la directive sur les fusions des sociétés anonymes. En droit français, cela correspond aux fusions de sociétés anonymes ou de sociétés par action simplifiée. Ensuite, le transfert de responsabilité ne porte que sur les peines d'amende et de confiscation. Troisième précision, cette nouvelle solution n'étant pas suffisamment prévisible, elle ne s'applique qu'aux fusions antérieures à la décision du 25 novembre. En revanche, et c'est la dernière précision, si les juges sont convaincus que l'opération de fusion-absorption est frauduleuse en ce qu'elle a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale, ils peuvent, quelle que soit la date de la fusion-absorption, condamner la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée. Insistons pour nos auditeurs sur le fait que cette nouvelle décision vise la responsabilité des personnes morales et non pas la responsabilité du chef d'entreprise ou de ses délégataires. C'est très juste, Olivier. Et pour qu'elle s'applique dans le domaine social, il faudrait donc qu'un dirigeant ou un représentant, par exemple le titulaire d'une délégation, d'une SA ou d'une SAS, ait commis une infraction pour le compte de cette société, ce qui est la condition d'engagement de la responsabilité de la personne morale. Il faut que la société en question ait été condamnée à une peine d'amende ou de confiscation, et il faut qu'elle ait fait l'objet d'une fusion-absorption après le 25 novembre 2020, sauf fraude. Cette 3e édition des sociales de KPMG touche maintenant à sa fin, et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet de KPMG Avocats, accessible sur kpmg.fr. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission au mois d'avril. À bientôt sur nos ondes. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.